L'instance tunisienne électorale est enfin dotée d'un président. Les députés ont voté à la majorité absolue pour Mohamed Tlili Mansri. Assignation à résidence du président Robert Mugabe, prise de contrôle de la capitale Harare par l'armée, la tension monte au Zimbabwe. Puis en Gambie, procès de 9 anciens agents de la NIA pour le meurtre de Solo Sandong. Ils traînent en longueur. Vous êtes bien sûr CKTV, bienvenue à toutes et à tous. Le Parlement tunisien a enfin élu mardi un président à la tête de l'instance électorale. Cette élection intervient à 4 mois de la date prévue pour les premières municipales de l'après-révolution. Les députés ont voté à la majorité absolue pour Mohamed Mansri, présenté par la presse comme le candidat soutenu par le parti au pouvoir Nida Tounes. Voici les détails. Mohamed Tlili Mansri succède à Shafik Sarsar, une personnalité indépendante respectée qui avait démissionné il y a 6 mois de l'instance supérieure indépendante pour les élections ISI en protestation à des pressions. Les partis politiques ont peiné à s'accorder sur un nouveau président. Ils ont repoussé maintes fois le scrutin officiellement, faute de quorum, et le vote pendant la séance plénière de mardi a été marqué par des incidents qui ont entraîné des appels à une nouvelle élection. Selon une source parlementaire, cela était lié au fait que les deux principaux partis du pays, Nida Tounes et Enarda, n'étaient pas parvenus à s'entendre sur la personnalité à élire. Shafik Sarsar, dont l'équipe avait mené à bien la présidentielle et législative de 2014, avait claqué la porte de l'instance en mai, laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière impartiale et transparente. Il a plus tard expliqué qu'en démissionnant, il tirait la sonnette d'alarme sur la difficulté d'organiser un scrutin crédible. Créé après la chute de la dictature en 2011, l'ISI est chargé de préparer les premières municipales depuis la Révolution, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Initialement prévu pour décembre puis reporté à la demande de partis politiques, ces élections doivent se tenir le 25 mars 2018. Les municipales doivent permettre de doter les autorités locales d'instances élues pour remplacer les équipes provisoires dites délégations spéciales mises en place dans la foulée du soulèvement de 2011 après la dissolution des municipalités. Parlant toujours de la Tunisie, le pays peine à faire appliquer une loi adoptée l'an dernier pour garantir les droits des prévenus pendant la garde à vue. Un test clé, mais encore trop peu connu des citoyens, à en croire 2 ONG qui sont montées au créneau ce mardi. Cette législation entrée en vigueur à l'été 2016 avait été saluée comme une grande avancée en matière de droits de l'homme. À l'exclusion des crimes relevant de la loi antiterroriste, elle donne notamment le droit à la présence d'un avocat dès le début de la détention et réduit la période maximale de garde à vue à 48 heures, renouvelable une fois selon les cas, contre 72 heures auparavant. Mais de juin 2016 à mars 2017, dans les postes de police, moins de 20% des prévenus seulement ont bénéficié de la présence d'un avocat selon des chiffres officiels. En cause, une population mal informée et une coordination encore lacunaire entre les principaux acteurs du système pénal, selon l'ONG Avocats sans frontières et l'Ordre national des avocats de Tunisie. C'est la clé d'accès à un procès équitable pour toute personne devant se confronter à la chaîne pénale. Nous l'avons considéré comme une petite deuxième révolution quand cette loi a été adoptée et un véritable marqueur de la transition démocratique en Tunisie. Ces 2 organisations ont lancé mardi en coordination avec les autorités une campagne de sensibilisation à l'adresse des Tunisiens. Affichage, caravane dans le Grand Tunis, spots télévisés et mini-carnets rédigés en dialecte tunisien résumant les droits pendant la garde à vue. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a affirmé mercredi matin au téléphone à son homologue sud-africain Jacob Zuma qu'il était détenu par l'armée qui a pris le contrôle de la capitale de son pays, Harare. Le président sud-africain a dépêché 2 de ses ministres au Zimbabwe.
Et parlant toujours de la situation au Zimbabwe, des officiers ont annoncé être intervenus pour éliminer des criminels. Dans l'entourage du chef de l'État, ce dernier est engagé dans un bras de fer sans précédent avec l'armée après le limogeage de son vice-président Emmerson Mnangagwa. Dans un message lu à la télévision nationale, un général de l'armée a toutefois expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État contre le gouvernement. Les détails. Au Zimbabwe, des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe. Dans un message lu à la télévision nationale, ils ont expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État et assuré que le chef de l'État et sa famille étaient sains et saufs et en sécurité. Des échanges de tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi près de la résidence privée de Robert Mugabe. Mercredi matin, à Harare, des blindés de l'armée contrôlaient les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau où le chef de l'État réunit son gouvernement. L'entrée en scène de l'armée intervient en pleine crise ouverte entre le président Mugabe et le chef de l'armée après le limogeage la semaine dernière du vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, potentiel successeur de Robert Mugabe. Mardi, le chef d'état-major, le général Constantino Chiwenga, avait déjà mis en garde, annonçant que l'armée pourrait intervenir si la purge ne cessait pas au sein du parti présidentiel. Les autorités congolaises ont prévenu qu'elles disperseraient ce mercredi toute manifestation. Ce alors que l'opposition et des mouvements citoyens tentaient de mobiliser la population pour protester contre le calendrier électoral qui prolonge de fait de plus d'1 an le pouvoir du président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ce reportage. Le gouvernement a dénoncé une frange de l'opposition qui se livre à des actes d'incitation au soulèvement populaire, essentiellement dans certains quartiers de Kinshasa, de Lubumbashi et de Goma, dans un compte rendu d'une réunion du Conseil des ministres mardi soir. Le gouverneur nous a donné l'ordre de disperser toutes les manifestations. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé, a prévenu mardi le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. Un des organisateurs de la journée de mercredi, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, a dénoncé une répression programmée. À Kinshasa, la circulation est plus fluide et la plupart des écoles sont fermées. La ville ne fonctionne pas normalement selon un taxi-moto. Des policiers anti-émeutes sont visibles en ville. À Goma, à 2000 km à l'est de Kinshasa, les écoles et les marchés sont également fermés et les forces de police sont présentes. Dans l'autre grande ville du Kivu, Bukavu, boutiques, magasins, écoles, banques et transports en commun fonctionnent normalement. La télévision d'État a relayé un message du gouverneur invitant la population à vaquer à ses occupations quotidiennes. La mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, avait mardi exhorté les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales, dont la liberté de réunion et de manifestation. La MONUSCO rappelle également aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes, ajoutait la force onusienne. Publié le 5 novembre, le calendrier électoral prévoit des élections le 23 décembre 2018. Pendant ce temps, à Banjul, le procès de 9 anciens agents de la NIA, c'est-à-dire les services secrets de l'ancien président gambien, devait être le procès symbolique de la transition post-Yaya Jammeh. Mais depuis son début, il y a 8 mois, le procès traîne. Ils sont accusés de torture contre des opposants et du meurtre de leaders politiques. Solo Sandang, reportage. Il y a tout d'abord eu des batailles sans fin autour des questions de procédure. Puis le changement de toute l'équipe du procureur, un changement contesté par les avocats de la défense, ce qui a conduit à une interruption du procès pendant plus de 3 mois. Enfin, une audience annulée à la suite de l'hospitalisation de des accusés. Désormais, la juge Kumbasila Kamara espère enfin entrer dans le vif du sujet et accélérer les choses en siégeant désormais non plus 1, mais 2 fois par semaine. Les anciens agents doivent maintenant répondre à une série de nouveaux chefs d'accusation. 25 au total, pour lesquels ils ont tous plaidé non coupables. Et c'est désormais au tour des témoins d'être entendus. Ce lundi,
Un ancien officier de la police qui a assisté à l'arrestation des opposants avant leur transfert vers la NIA a été soumis aux questions des avocats de la défense. Des questions posées sans grande conviction et qui n'ont pas vraiment fait avancer l'affaire. L'audience devrait se poursuivre ce mardi puisque les avocats du principal accusé, le chef des services de renseignement, étaient absents pour la seconde fois. À Banjul, le procès de 9 anciens agents de la NIA, les services secrets de l'ancien dictateur gambien, devait être le procès symbolique de la transition post-Yaya Jammeh. Ils sont accusés de torture à l'encontre d'opposants et du meurtre du leader politique Solo Sandeng. Mais depuis son début il y a 8 mois, le procès traîne en longueur. Pour une querelle autour du partage de la récolte d'un champ de cacao, un Ivoirien propriétaire du champ aurait tailladé à la machette son manœuvre burkinabé. Un incident qui a suscité la colère au sein de la communauté burkinabé. Plusieurs maisons ont été incendiées et des biens détruits. Les faits se sont déroulés le 29 octobre dernier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Christophe Sémien pour le point. Grébré, département de Gagnoa. Dans ce village situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où vivent en parfaite harmonie, autochtones et halogènes, la population a bien du mal à comprendre ce qui s'est passé ce dimanche 29 octobre 2017. Bon, il y a eu un frère qui malheureusement a blessé un Burkinabé. C'est à cause du champ de cacao qu'il devait partager. 2 semaines après, les mêmes causes semblent provoquer les mêmes effets. Le jeune palaissier est lobby, il vit dans ce village d'ethnie Bété. J'ai pris ma forêt depuis en 2016. De 2017, il croit que ça doit être en production. Et puis, il dit que ce n'est pas en production, donc il a donné ça à d'autres personnes. Ce genre de conflit, on en rencontre presque dans toutes les grandes régions forestières de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, dans la région de Diglo, à l'ouest, un conflit intercommunautaire oppose aux communautés Oué et des Burkinabés. Pour éviter que les gènes de cette crise se propagent dans toute la région de l'Ouest, le comité départemental des chefs traditionnels de la région de Gagnoa vient d'effectuer une mission de paix et de réconciliation dans le village de Grébré, qui a été aussi théâtre d'affrontements entre autochtones Bété et halogènes burkinabés. Quand on regarde par le monde, les plus grands conflits ont été des conflits fonciers, des conflits d'occupation de la terre. Mais le Burkinabé ou l'étranger qui arrive, il ne se jette pas dans la brousse pour prendre la forêt. C'est un autochtone qui lui vend la forêt. À cela s'ajoutent d'autres facteurs évoqués par le délégué consulaire de Burkina Faso, dépêché sur les lieux. Ce qui crée ces problèmes-là et qui les envenime, c'est l'analphabétisme. Parce que si tu es analphabète, tu ne fais pas l'effort de savoir ce que la loi dit. Et du coup, ça devient une carence, ça devient un complexe. Et celui qui est complexé, tout ce qu'il a comme arme, c'est la révolte, c'est la violence. Malgré la médiation de la chefferie traditionnelle, pour certains villageois, les foyers de tension demeurent. Pour d'autres, il suffit pour peu pour rallumer les braises, car la forêt ici suscite beaucoup de convoitises. Mais au nom des intérêts qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à Grébré, Bété et Burkinabé doivent parvenir à fumer le calumet de la paix. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.